Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous exceptionnel. France Bleu et France 3 s'associent dans le cadre du grand débat pour vous proposer une émission spéciale aujourd'hui. Émission spéciale sur un sujet qui nous concerne tous au quotidien, les services publics, l'école, les transports, la santé, la poste ou les impôts par exemple. Oui, le mouvement des Gilets jaunes a montré ces dernières semaines qu'une partie de la France aujourd'hui se sent oubliée, abandonnée, peut-être maltraitée aussi. Et la disparition progressive dans la France rurale d'aujourd'hui de beaucoup de ces services a sans doute cristallisé la colère. Alors ces services, faut-il vraiment tous les garder partout ou bien les faire évoluer? Quelles sont vos idées et vos solutions? On va en parler avec nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. Mais avant ça, votre avis sur la question. Jean-Michel Escafre s'est rendu dans une commune de l'Hérault, pas tout à fait choisie au hasard. Nous sommes à Pucerrier, c'est à 15 km de Béziers, dans ce village de 3000 habitants. En 2017, il y a eu des manifestations pour le maintien du service public et des services de manière générale. Aujourd'hui, en 2019, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que Pucerrier est bien loti? C'est à vous de nous parler. Regardez les maisons. Combien de maisons sont fermées? Beaucoup. Et ça s'est construit au périphérique, ça s'est construit au périphérique. Il y a des villes un peu partout. Le centre de village, il n'en faut plus aucun intérêt. Il y a des villes qui sont 2 fois plus grandes qui n'ont pas de distributeur, qui n'ont pas de poste. Je viens de la poste aussi. Voilà, on a des petits supermarchés, on ne veut pas de grands. Je ne peux pas me plaindre. Les seules choses compliquées, c'est pour aller faire les magasins. Il faut aller plutôt sur Béziers pour aller au Polygone ou les choses comme ça. Tout ce qui est service public, je l'utilise beaucoup sur Internet, donc je me déplace très peu. La Poste a commencé à réduire ses horaires, puisqu'ici, le bureau est fermé tous les samedis matins. Si on a un courrier qu'on veut récupérer, qui est recommandé ou comme ça, il faut aller sur Capestan. Le samedi. Samedi matin. Moi, le samedi, ça m'allait bien quand elle était ouverte parce que la semaine, je suis en cours et je ne peux pas y aller. Après, à 17h, c'est déjà fermé. Donc le samedi matin, c'était bien quand elle était ouverte. Quand on habite Pucerrier, si l'on veut faire des démarches administratives, il faut aller au minimum à Capestan ou à Béziers. Et la route est longue. Bonjour Didier Bonneau. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Étienne-des-Sorts, un village du Gard de 560 habitants, au bord du Rhône, dans la région de Bagnols-sur-Cèze. Et vous êtes aussi président de l'association des maires ruraux du Gard. Alors d'abord, est-ce que ça vous parle, ce que vous venez d'entendre là? Écoutez, les services de proximité en milieu rural, effectivement, ça fait quelques années qu'ils sont en voie de disparition. Après, c'est souvent l'élan des collectivités locales à se positionner sur des offres peut-être un peu plus attractives. Je voyais le service de la Poste, qui a été réouvert chez nous alors qu'il était terminé et qu'il avait disparu, et d'autres services. Mais il faut toujours se mettre en situation de pouvoir capter la proximité. Et après, il faut une offre adaptée à la demande. Je vois bien les gens qui voulaient avoir des services le samedi matin. Le samedi matin, ça oblige un agent territorial à travailler aussi le week-end. Bon, pour quelle perspective, pour quel rendu? Bon, moi, je pense qu'il faut aussi être mesuré et adapter l'offre par rapport à la demande. Dans nos milieux ruraux, on n'est pas dans l'urbain. Et c'est d'abord de la responsabilité des collectivités locales pour vous, donc, plus que de l'État? L'État a disparu dans nos territoires ruraux depuis fort longtemps. Ce qu'on lui demande, et le constat que j'en fais, c'est que on aimerait bien qu'elle nous laisse aussi mettre en place ce qu'on souhaite. Et je pense qu'on aura sûrement l'occasion d'aborder la fracture numérique et justement cette disparition de nos services. Après, comment voulez-vous mettre en place de l'organisationnel quand tout a été détricoté ? Alors, on va aussi donner la parole autour de cette table à notre invité. Bonjour Jean-Pierre Froulon, vous êtes maire de Caudiès de Fenouillèdes, une commune catalane de 640 habitants. Commune occitane, merci. Occitane, si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais vous êtes au nord de Perpignan. Alors vous, depuis quelques semaines, et bien avant le grand débat, vous avez lancé sur 10 communes une grande consultation. Comment revitaliser nos villages? Vous avez eu du nez, vous avez senti qu'il y avait une urgence du côté des habitants? Mais écoutez, nous sommes un territoire sur lequel on a dû
gérer, comme c'était dit tout de suite, un certain nombre de problèmes. De problèmes de départ de médecins en retraite, de transformation de bureaux de poste en agences postales communales, de maisons, on le voyait dans le reportage, abandonnées, de centres-villes perdant beaucoup de leur attractivité, de commerces en difficulté. Alors effectivement, nous on a décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire que on nous parle beaucoup de métropole, de grandes villes, de villes moyennes, puis on nous parle quelquefois de bourg-centre dans une définition de l'INSEE qui n'a pour nous absolument aucun sens, quoi. Donc la réflexion qui a été menée chez nous, ça a été, voilà, nous sommes une vallée où il y a un certain nombre de bourgs qui sont étalés sur 60 km entre le nord de Perpignan et Quillance, dans lesquels il y a encore des médecins, des pharmacies, des commerces, etc. Mais tout ça en danger. On peut sans doute pas avoir la volonté de tout faire partout de la même façon, mais quelle est la bonne façon de traiter au mieux le problème? Et qu'est-ce qu'ils vous réclament en priorité, vos habitants? Ce que les habitants nous demandent en priorité, c'est le maintien des services de santé. Pour ça, c'est vraiment pour eux la première des choses. Leur dire qu'ils n'ont qu'à faire 15 km en voiture pour aller trouver un médecin ou une pharmacie, ça, c'est insupportable pour eux. En plus, on est devant des décisions totalement contradictoires, alors que nous avons réussi à installer un médecin, tout du moins à Caudiès, avec un cabinet secondaire. Il a un cabinet principal à la maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Paul, et il tient à 17h tous les soirs une permanence sur Caudiès. En même temps qu'on installe un médecin, à grand renfort évidemment de fournitures, d'un local gratuit, etc., on nous annonce qu'on transférera notre pharmacie en zone urbaine. Mais voilà, d'un côté c'est l'ARS départementale, de l'autre côté c'est l'ARS régionale. Quelquefois nous insurgeons très fort contre disons, les décisions qui sont totalement prises sans concertation entre les mêmes services de l'État. De manière centralisée, vous voulez dire? De manière hyper centralisée, sans que l'avis des locaux soit pris en compte. Pascal Chevalier, vous êtes aussi avec nous. Vous êtes professeur de géographie à l'Université Montpellier 3 et spécialiste du monde rural. Vous avez pas mal sillonné la région. Qu'est-ce que vous avez constaté au niveau des services publics? Est-ce qu'on est bien équipé ou pas? Alors, la région n'est pas très bien équipée. Il y a un déséquilibre qui est extrêmement important entre justement les espaces métropolitains et les espaces ruraux, qui sont en quelque sorte le résultat de 20 ou 30 ans de politique publique, de réorganisation, où justement on est passé d'une logique qui était une logique de proximité, le service, qu'il soit service public ou qu'il soit service à la population, était dans la logique de l'accessibilité et de la proximité, pour entrer aujourd'hui dans une logique de la polarisation, c'est-à-dire des économies d'échelle sur des espaces qui sont des espaces beaucoup plus larges et notamment une concentration dans les villes. Et effectivement, ce qu'on voit surtout ici dans la région Languedoc-Roussillon, c'est finalement deux éléments qui vont en quelque sorte montrer de plus en plus la question de cette fracture territoriale vis-à-vis du rural par rapport aux activités de service, que ce soit des services publics ou que ce soit des services marchands ou non marchands d'ailleurs. C'est tout d'abord bien évidemment la question de la réalité géographique. On ne peut pas traiter des espaces de moyenne montagne ou d'autres montagnes comme on peut traiter des espaces de plaine, sachant que l'idée c'est l'accessibilité, donc des éléments qui sont bien évidemment des éléments liés à l'approche physique. Mais il y a déjà aussi un autre indicateur qui n'est pas véritablement pris en compte, notamment dans les seuils et le calcul des seuils des politiques publiques sur le nombre de lits, etc. C'est les types de population dans ces territoires où on peut cumuler de l'isolement géographique et un vieillissement accru. Ce qui fait qu'à la fois, on a un effet qui est un effet géographique proprement parlé et ensuite des compositions. Alors je parle pour les personnes âgées, qui deviennent majoritaires dans ces espaces, qui subissent le double handicap de l'éloignement et de la faible mobilité. Mais je pourrais également parler des populations beaucoup plus précaires dans l'accessibilité vers des services de plus en plus éloignés et à un coût, et continue à accentuer cette fracture. Justement, le problème du coût, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, envisage d'envoyer à chaque Français le coût de ces services publics, qu'on soit à la campagne ou qu'on soit en ville. C'est une bonne idée, selon vous? Je ne pense pas, puisque effectivement, la logique des politiques d'aménagement du territoire à l'origine, c'est ce qu'on appelait l'équité territoriale. Quel que soit le lieu où l'on vit dans un espace, on a une palette de services. Alors, pas forcément les mêmes services, il ne faut pas se leurrer. On n'aura jamais les mêmes services ou les mêmes quantités de services, d'où peut-être la nécessité d'adapter aussi les offres de services aux demandes des territoires. Mais en même temps, ça fait partie du pacte républicain, c'est-à-dire qu'indirectement, tous les territoires sont dans le cadre de la République. Et effectivement, un service en milieu rural coûtera beaucoup plus cher, mais ce qui est aussi la logique même de l'équité territoriale. Ça vous fait sourire, Jean-Pierre Fourlon, en tout cas le coût de la facture? Oui, ça me fait sourire parce que c'est clairement dire faut en mettre là où il y a beaucoup de monde et où ça coûte moins cher, et vidons les campagnes. Ce qui est sans doute d'ailleurs une arrière-pensée d'aménagement du territoire d'aujourd'hui. Autrefois, l'aménagement du territoire, c'était l'équité des territoires.
Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est plus c'est gros, plus c'est beau. Ce qui est totalement faux. Et je crois qu'on ne fait pas d'économie en faisant plus gros. Voilà. On reviendra après sur les problèmes de solution. Le problème du coût, Didier Bonneau, on a cru pouvoir peut-être le régler à un moment donné avec les intercommunalités. On regroupe les moyens, on les fédère. L'union fait la force, comme on a dit. Vous dites aujourd'hui, justement, l'intercommunalité, ça a tué le rôle des communes. Et comme les communes ont moins de poids, elles ont moins d'argent, elles peuvent faire moins de choses. Écoutez, le transfert de ces compétences était à la base, dans un certain nombre de cas, était peut-être une bonne chose. Le problème, c'est qu'il fallait conserver la souveraineté de la commune. Et c'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est-à-dire que on passe en espace communautaire, mais la décision ne nous appartient pas. Et on a mis un étage de plus qui surfonctionne. Donc on est dans une gouvernance. Moi, je suis pour un retour de la pyramide inversée. C'est-à-dire que l'ensemble du millefeuille doit être au service de la collectivité et la commune reste décisionnaire. Donc elles ne servent plus à rien, ces intercommunalités, si les communes reprennent ce pouvoir de décision. Il faut les supprimer. Non. C'est pas obligatoire. L'important, c'est de mutualiser, mais de faire de l'économie d'échelle. À ce jour, et j'avais entendu que le président Emmanuel Macron allait faire vérifier, justement, par le préfet qui a autorité sur ces EPCI, de vérifier les surfonctionnements quand ils existaient. À ce jour, qu'en est-il ? Mais vous, sur votre intercommunalité, vous ne faites pas d'économie, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? À ce jour, nous, on a accouché d'un mammouth et on dépense l'argent du contribuable. Donc je vois, moi, tous les gilets jaunes manifester dans la rue, je leur dis, réfléchissez bien. À ce jour, celui qui dépense le plus l'argent du contribuable, c'est votre élu de proximité. C'est celui qui est dans toutes les couches et qui ne sert pas spécialement au retour sur l'investissement et sur une vraie attractivité dans cette économie. Qui ne sert pas la cause. Il ne sert pas la cause, on s'en serait aperçu quand même. À ce jour, on est sur des strates où si nous, on fonctionnait de la même sorte dans nos communes, le préfet nous aurait interdit et nous aurait mis sous tutelle il y a bien longtemps. Voilà, donc il faut interagir sur ces structures-là et remettre le millefeuille au service de nos communes. La commune doit rester souveraine sur les décisions qui la concernent. Si c'est le cas, c'est le citoyen. C'est le citoyen maintenant qui est la porte d'entrée de l'État dans les territoires. Pascal Chevalier, est-ce qu'on n'est pas avec un serpent qui se mord la queue si on dit moins d'habitants, moins de services, mais s'il y a moins de services, il y a forcément moins d'habitants? Oui, c'est un système qui est un système à double entrée. C'est-à-dire qu'indirectement, pour reprendre les travaux des géographes, notamment des années 90, qui montraient qu'il y avait une attractivité de population dans les espaces ruraux. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui permet l'attractivité dans certains territoires, c'est l'accès à des services. Or, moins de personnes, moins de services, moins d'attractivité. C'est un dispositif qui aujourd'hui, à la fois, permet de justifier le fait d'investir peu dans des territoires où il y a finalement peu de monde, et en même temps, c'est aussi un des facteurs qui explique finalement la politique d'attractivité, elle est aussi liée à une capacité d'accueil de ces populations. Alors, on va essayer de réfléchir justement aux solutions. Vous êtes toujours avec nous pour cette émission spéciale France 3, France Bleu, à l'occasion du grand débat. On s'intéresse donc aujourd'hui à la place des services publics dans la France rurale. Et on vient de voir avec nos invités que notre région était particulièrement sous-dotée, mais qu'il existe des solutions pour donner un nouveau souffle au territoire. Et c'est précisément ce dont on va parler maintenant, Guillaume. Oui, comme par exemple encourager les initiatives privées pour l'accès aux soins. Nous partons à Clermont-Lérault avec Caroline Agulot et Franck de Tranchant, où une pharmacienne a décidé de prendre les choses en main. C'est l'histoire d'un projet fou qui a vu le jour en 2014. À cette époque, comme dans la plupart des zones rurales françaises, Clermont-Lérault souffre de désertification médicale. Alors une femme, Martine Azémar, la pharmacienne de la commune, a décidé de créer un lieu attractif pour attirer les spécialistes de santé des grandes villes. Des pneumologues, des pédiatres, des rhumatologues, au total 30 médecins soignants ont choisi de relever le défi et assurer à tour de rôle une permanence sur ce territoire. Je pense qu'il y a une forte cohésion entre tous les médecins, d'abord, du groupe ici, tous les spécialistes. Tout le monde a envie que ça marche parce qu'on voit dans les yeux des patients, tous les jours les patients vous arrêtent, vous disent c'est super. Voilà, il n'y a que des retours positifs. Respirez, c'est bon. Et le centre continue d'attirer des praticiens. La radiologie vient de s'installer dans les locaux.
Toutes les spécialités médicales sont désormais représentées à Clermont-Lérault. Et ça n'a pas coûté 1 centime sur les deniers publics. Le comptoir médical est le fruit de l'initiative privée de Martine Azemar et une associée qui ont investi 2 millions d'euros dans ce projet. Je suis heureuse que ce projet ait réussi. Je suis heureuse d'avoir contribué à un peu lutter contre cette désertification médicale. Cette formule pourrait bien inspirer d'autres territoires en pénurie de spécialistes. Eh bien, c'est justement ce qu'on va demander à Jean-Pierre Fourlon, le maire de Caudiès de Fenouillade. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne idée à piquer, là ? Ah, mais c'est des bonnes idées qu'on a déjà piquées. Attendez. Vous êtes décidément en avance sur d'abord tout. sur les communautés de communes, simplement pour dire une chose. Lorsque les communautés de communes portent sur des territoires homogènes, comme c'est le cas chez nous, il n'y a que des communes rurales, on a quand même moins de difficultés. Le vrai problème, c'est lorsque l'État se met à vouloir imposer des compétences. La compétence eau et assainissement, par exemple, sur une communauté de communes comme la nôtre, où aucun réseau, que ce soit usé ou eau potable, n'est interconnecté, n'a aucun sens. Il ne peut aboutir qu'à une augmentation sensible du prix de l'eau pour l'usager. Voilà. En ce qui concerne les propositions que j'ai entendues, on est une communauté de communes qui a déjà mis en place 2 maisons de santé pluridisciplinaires dans lesquelles il y a... Oui, mais c'est vous qui financez. Alors, c'est la grande difficulté. Si vous voulez, à l'heure actuelle, d'abord, il n'y a pas d'anticipation. Donc, en général, quand on ferme, on vous explique pendant 1 an que peut-être qu'on va fermer, on ne sait jamais si les effectifs l'année prochaine obligeront à. Et puis, d'un jour ou l'autre, on apprend que c'est fermé la semaine prochaine. Et donc, vous vous retrouvez dans la nature à essayer de trouver une solution. Alors que si on s'y était pris un peu plus avant, d'abord, il faudrait d'abord demander à la personne qui ferme de savoir quelles sont les mesures qu'elle a prises pour assurer quand même un service minimum. Le pire étant, on passera par Internet alors qu'il n'y a pas de liaison Internet. Ou bien, de toute façon, vous aurez, si la liaison Internet ne passe pas, vous aurez la 4G alors qu'il n'y a même pas le téléphone. Ça, c'est vraiment des réponses inacceptables. Il faut absolument que lorsqu'on a besoin de fermer un service public, on explique quel est le dispositif qu'on va mettre en place compte tenu des dispositions existantes. Et puis après, le gros problème, c'est qu'en fait, on fait du transfert de charges. Je prendrai les maisons de service public. Lorsque les premières maisons de service public ont été créées, effectivement, les collectivités locales prenaient souvent en charge la fourniture de murs, qui n'était quand même pas tout à fait leur rôle à l'origine. Oui, mais du coup, ça désengage l'État. Mais un certain nombre d'organismes y tenaient des permanences. Aujourd'hui, ces organismes n'y tiennent même plus de permanence. On dit à la collectivité, vous mettrez un agent à vous, que vous rémunérerez vous, pour aider vos populations. Justement. Et donc, attendez, ce que je veux dire, c'est que quand vous faites la somme de l'économie soi-disant faite d'un côté par l'État et des dépenses engagées par les collectivités locales, je ne suis pas sûr du tout que la collectivité nationale ait fait des économies. Pascal Chevalier, ces maisons de santé municipales, c'est un très bon exemple, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers, une belle idée avec un effet pervers qui consiste à dire, justement, on prend en charge ce genre de choses, si les communes ont les moyens de payer, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on aggrave le recul de l'État et le désengagement de l'État. On aggrave le recul de l'État et le désengagement de l'État, puisque c'est un transfert finalement de compétences sans charge, sans montant financier pour aller avec. C'est directement déguiser un recul de la politique de l'État dans les collectivités. C'est même un processus qui aggrave, puisque indirectement, ça va peser bien évidemment sur le citoyen local, sur les impôts locaux, donc etc. Donc c'est pas une solution alors. Mais c'est pas une solution, puisqu'on a cru qu'on pouvait y arriver, puisqu'indirectement, si on prend la question des maisons de santé, par exemple, c'est quand même emblématique. Il y a eu une politique pendant des années qui était de concentrer. L'État a bien mis en place ces politiques de concentration dans les bourgs-centres, sans qu'on sache véritablement ce que c'est, jusque dans les villes. Et donc, il y a eu un désengagement. Puis après, on leur dit, si vous voulez récupérer, il faudra peut-être mettre des équipements dans les communes rurales. Donc, c'est un effet pervers, puisqu'à la fois, on sait très bien que ce n'est pas que de l'immobilier qui va résoudre la question, puisque à un moment, il y a des moyens, et puis il y a surtout la manière de pouvoir faire venir des gens pour travailler dans ces maisons de santé. Alors, dans cette émission, on s'appuie aussi sur vos contributions au grand débat national. Plus de 42 000 contributions déjà sur le site. On en a regardé quelques-unes et on va voir s'il y a des bonnes idées à piocher, notamment pour ramener ces services publics dans vos communes. Alors, par exemple, Fred, il nous dit, dans chaque ville de 1000 habitants et plus, il doit y avoir au moins ces services, école, gendarmerie, poste, trésor public. Et pour réduire le coût, on peut les regrouper dans le même bâtiment. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé. Mais vous, quel est votre avis là-dessus, Didier Bonneau ? Est-ce que ça pourrait être une solution ? Écoutez, toutes les solutions sont à discuter. Après, on ne peut pas avoir tous les services dans un espace rural aussi limité. Mais après, il ne faut rien s'interdire. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Tous les gens qui ont tapé à la porte de la commune ont vu leur projet réalisé. Parce que Par exemple ? Écoutez, moi, quand je suis arrivé, on fermait l'école. À ce jour, l'école, on a ouvert une 3e classe.
le bureau de poste était fermé, il est réouvert. Ça nous coûte rien, puisque l'équilibre se fait entre l'agent et le concours avec la Poste. On a créé le premier parc rural de jeux gonflables de France, qui fonctionne très bien et qui fait le plus d'entrées sur un territoire où il y a aussi des urbains. Parce qu'on parlait que des ruraux, mais on est aussi dans des territoires semi-urbains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Quand on veut, on peut faire de très belles choses. Encore faut-il le vouloir. Il faut quand même les finances qui vont avec. Hein. Oui, mais c'est là où le contribuable doit voir où passe son argent. Et quand on voit où passe son argent, derrière, c'est beaucoup plus facile de faire de la pédagogie et d'expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Parce que je vous rappelle que même dans des territoires semi-urbains, on a aussi une fracture, notamment dans les dotations, où un rural vaut la moitié d'un urbain. Donc on peut tout nous opposer dans l'espace territorial. Encore faudrait-il remettre un peu d'équité. Moi, je pense que le président l'a entendu et je pense qu'on va converger très prochainement sur une forme d'équité et de solidarité. Alors, en matière d'équité, il y a aussi beaucoup de progrès à faire dans le domaine du numérique. Parmi les contributions justement du Grand Débat National, il y a celle de Jean-Marie qui lui propose la création dans chaque commune d'un poste de correspondant informatique qui pourrait être par exemple le secrétaire de mairie pour aider justement dans les démarches administratives qui sont, on le sait, de plus en plus nombreuses sur Internet. Jean-Pierre Fourlon. Non mais c'est à ça que cherchent à répondre nos maisons de services publics, parce que nous on met en place des maisons de services publics itinérantes, pour même qu'elles puissent se déplacer, parce que quand vous avez des territoires qui font 40 km dans un sens et 20 km dans l'autre, il faut se rapprocher des populations. Moi ce que je trouve tout à fait anormal, c'est que pendant des années, c'est en train de changer, on a accepté qu'il n'y ait pas de contrôle sur les fournisseurs d'accès et sur les fournisseurs de téléphone, et que l'on a vécu avec des cartes d'accessibilité, j'allais dire, bidonnés entre guillemets. Puisque comme eux, leur obligation de service public, c'est de desservir 97% de la population ou X% du territoire, ils vous fournissent les cartes qui va bien. Un jour, j'ai constaté que sur la commune de Caudiès-de-Fenouillette, j'étais censé avoir la 4G. J'ai été obligé de demander à mes administrés de bien vouloir aller se promener un peu dans le village pour voir. On a réussi à avoir de la 3G à 2 endroits. Voilà, la 4G, elle n'y était pas. Donc c'est un mirage, un peu cet accès au service public via Internet. C'est de la tromperie. Et heureusement qu'effectivement le ministère maintenant s'est penché sur le problème. On est un certain nombre de communes rurales qui sont actuellement contactées par les opérateurs téléphoniques pour rajouter des relais. Des programmes de mise en place d'Internet haut débit ont été maintenant financés par les départements. La fibre optique, on n'en parle même pas, j'imagine, pour l'instant. La fibre optique, on n'en parle même pas sur votre territoire. On parle de la fibre optique, mais à la charge du département. Oui. Voilà. Donc on est à nouveau en présence de transfert de responsabilité de l'État vers les collectivités locales. Voilà. Et ça en permanence. C'est-à-dire qu'on nous accuse de trop dépenser, de trop avoir de pression fiscale sur nos administrés, mais on nous passe son temps à nous refiler le bébé. Voilà, donc là, il y a un vrai problème. Notre géographe Pascal Chevalier, vous voulez réagir ? Oui, donc sur cette question à la fois de la fracture numérique ou à la fois des propositions qui sont faites. Effectivement, il ne faut pas non plus voir le numérique comme la solution de demain pour la question des services publics. Effectivement, c'est un enjeu pour les territoires, la question de l'équipement. Et quand vous disiez qu'on nous montre des cartes avec 80% ou 97 ou 18% d'accessibilité, oui, on le fait plutôt par territoire, on le fait plutôt par accès à la population plutôt que par espace, puisque de toute manière, les espaces de très faible densité, eux, ont très peu de population. Et donc les cartes sont légèrement galvaudées. Et ensuite, l'autre question qu'il faut voir, c'est que cette question de l'accessibilité via les services numériques n'est qu'un outil qui peut aider à effectivement réfléchir sur la question des services. Il n'y a pas une solution miracle, on n'arrivera jamais à trouver la solution. Et je pense que, contrairement à ce que disait la personne en disant il faudrait qu'à partir de 1000 habitants, il y ait un minimum de services, c'est exactement refaire ce qui avait été fait dans les politiques d'aménagement du territoire des années 60 et 70, où on prenait un seuil de population et on y mettait les services. Or, prenez par exemple ici dans la région Languedoc-Roussillon, si on prenait l'idée du seuil 1000 habitants, un certain nombre de services, prenez par exemple le département de la Lozère, où vous avez 4-5 communes qui dépassent, ou 6 communes qui dépassent les 1000 habitants. Donc, vous voyez les grands espaces et on continuerait à accentuer, à mon avis, cette fracture. Et je pense qu'il faut, la vérité, en tout cas, c'est à mon avis, et c'est là où je rejoins ce qui a été dit, laisser peut-être aux communes la possibilité de pouvoir innover, parce que c'est par le territoire qu'on innove, mais avec le bémol, c'est qu'en même temps, indirectement, on a quand même du transfert de charges, puisque ce sont des services qui coûtent à un moment ou à un autre.
Mais c'est vrai que le citoyen est beaucoup plus sensible lorsqu'on voit véritablement à quoi sert l'argent public, et notamment dans les territoires locaux. Allez, laissez les communes innover, ça me paraît être une bonne conclusion pour cette émission. Je vous soumets juste une dernière proposition, mais on ne va pas réagir dessus, mais elle est amusante, c'est déplacer les grandes administrations centrales de Paris dans les territoires en difficulté. Mais pourquoi pas, hein, le siège de la Sécu au fin fond des Cévennes, ça pourrait être une idée à creuser. On a déjà entendu ça en 1980. Ben voilà, ça ressort dans le grand débat. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer justement sur cette problématique des services publics en milieu rural. Je vous rappelle que le grand débat national dure jusqu'au 15 mars et notamment vous pouvez y participer sur granddébat.fr. Et vous pouvez réécouter cette émission sur francebleu.fr ou la revoir sur le site internet de France 3 Occitanie. Merci à tous de nous avoir suivis.